Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'interviewe David Lépée. David Lépée, bonjour. Bonjour. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît Oui, oui. et aujourd'hui, tu as beaucoup d'activités. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de ton actualité? Alors, mon actualité la plus immédiate, c'est que je donne une conférence le 30 juin avec mon camarade Denis Collin. Je vais montrer la fiche, si on peut la voir. Voilà, Révolution d'Afrique et d'Asie. Ça se passe à Clarence, dans les locaux de nos amis de l'Alternative Nationale, donc près de Montreux. Et c'est une conférence en rapport avec deux petits livres, deux brochures qu'on a sortis aux éditions des Livres Noirs. Celle de mon ami Dany Collin de Lyon parle du panafricanisme et des résistances anti-impérialistes, comment dire, de la conjonction des résistances entre patriotes européens et patriotes africains. Et la mienne que j'ai ici, Socialisme asiatique, c'est un petit essai sur les thèses économiques en vigueur hier et aujourd'hui en Chine et en Corée du Nord. Donc on parlera de ça en disant voilà, lutte de l'Asie et de l'Afrique. Ce sera cette thématique-là. Donc le 30 juin. Le 30 juin, Je voilà. mettrai le lien sous la description de la Voilà, il y a un vidéo. groupe, un événement Facebook qui est lié d'ailleurs. Très bien. Tu es aussi de plus en plus présent dans de nombreuses publications en France, Mhm. dont Éléments. Oui, bah là j'ai le dernier numéro avec un dessin de Marceau en couverture. On a un petit dossier d'ailleurs qu'on a écrit avec François Bousquet et Pascal Esric autour de la nouvelle génération des jeunes youtubeurs néoréacs, comme on les appelle amicalement. Donc oui, Éléments, c'est une revue d'idées à laquelle je collabore depuis 2012, je crois. Collaboration fructueuse, revue intéressante qui est en Suisse depuis quelques mois, Oui. en kiosque. Donc, Je suis abonné et je l'apprécie beaucoup. L'article, ce numéro est particulièrement bien. Tu collabores également, je crois, avec Rébellion. voilà, là j'ai pas le dernier numéro, mais il vient de sortir la semaine dernière. Oui, oui, alors Rébellion, alors depuis une douzaine d'années. Donc petite revue éditée à Toulouse, mais qui essaime un peu dans toute la francophonie. Revue qui se définit elle-même comme socialiste révolutionnaire européenne. Et sur laquelle s'expriment beaucoup d'auteurs de nos mouvements qui passent ou qui s'expriment de manière plus durable. À laquelle je suis également abonné, comme quoi il ne Voilà, touche pas tu, que tu des as déjà été socialistes. interviewé une ou deux fois, je pense, Oui. d'ailleurs, là-dedans. Voilà, Ouais. je ne suis donc. Il touche des gens qui ne sont pas forcément socialistes, Oui, donc oui. c'est très bien. Alors, on va passer plutôt à la Suisse, donc on a parlé de ta conférence, mais euh, quel est l'état, selon toi, de la Suisse aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes dans notre petit pays, petit et beau pays, mais petite et belle aussi, surtout, démocratie directe? Oh, vaste question. Euh, on se porte moins mal que nos voisins. Nos voisins s'en rendent compte et ont tendance à nous considérer non pas comme un phare, ce serait beaucoup dire, mais disons comme un contre-exemple de leur propre déboire. Ce qui est assez intéressant. Il arrive par exemple que des députés de l'opposition en Italie ou ailleurs, pour embêter, sortent un drapeau suisse comme ça, et tout le monde comprend à peu près ce que ça signifie. C'est une revendication de souveraineté et de démocratie directe. Et cette démocratie directe, au nom de quoi on la bénéficie, au nom de quoi on en bénéficie. Bon, au nom de toute une tradition historique longue sur le tournant, mais également au nom de notre indépendance nationale à l'égard de l'Union européenne à laquelle nous ne faisons pas partie. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence dans les débats, les coups de force de nos voisins et ce qui se passe chez nous, c'est ça. Encore plus que la simple tradition. C'est vraiment l'idée que notre souveraineté, elle est à la fois populaire, au sens de la démocratie directe et du suffrage universel, et nationale, au sens d'une certaine autonomie, limitée, mais autonomie quand même, que nous avons par rapport à Bruxelles, quoi. Selon toi, et peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui ne sont pas en Suisse, quels sont les piliers fondamentaux qui font que la Suisse fonctionne si bien, en tout cas relativement à d'autres pays? Alors, on l'a dit, la démocratie directe. Je dirais la proximité, mais la proximité, c'est un effet du fédéralisme. C'est-à-dire que même si le pays est certes petit comparativement à d'autres, il est quand même
il est quand même très contrasté parce qu'il y a 3 ou 4 traditions linguistiques et ça, les barrières linguistiques sont des barrières c'est plus que des langues, c'est des cultures, hein, ça on en est bien d'accord. Souvent, un Genevois ou un Vaudois se sont moins dépaysés à Paris qu'à Zurich, mais même si il y a quand même un sentiment d'unité nationale qui est peut-être pas une grande force, mais qui existe. Mais les sentiments d'appartenance locale sont encore plus fortes et ça se traduit dans le politique par les niveaux aussi cantonaux et communaux, ce qui permet que les gens soient plus impliqués dans le processus démocratique parce que ça touche des affaires dont ils se sentent proches et sur lesquelles ils peuvent intervenir de manière plus directe parce qu'ils ont conscience de jouer un rôle et d'avoir un poids. Et puis on est encore, en tout cas peut-être un peu moins à Genève, mais dans les autres villes où on peut tout à fait prendre un conseiller d'État par le col quand on le croise dans une épicerie ou dans un bar. Je ne dis pas qu'il faut le faire d'une manière aussi vigoureuse, mais disons où on peut prendre à partie nos politiciens sur les affaires locales, l'urbanisme, la gestion des déchets, n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Il y a un côté village d'Astérix qui est pas mal. Un autre pilier, je pense, au niveau de l'international, c'est quand même notre neutralité de principe. Qui n'est pas toujours facile à tenir, mais je pense que c'est important de s'y tenir pour ne pas se compromettre. Malheureusement, on ne l'a pas toujours fait, elle est plus théorique que... Enfin, on l'a vu notamment pendant la guerre froide et autres, même avec la récente crise russo-ukrainienne, on a marché un peu sur des braises, mais je pense que c'est important de ne pas faire de compromis là-dessus, quoi. Donc oui, les 3 premières qui me viennent à l'esprit, il y en aurait sans doute d'autres, mais ce serait démocratie directe, fédéralisme et neutralité. Que penses-tu de l'armée de milice? Alors, on a déjà fait ensemble, il y a quelques années, une vidéo là-dessus au moment d'un vote. Ma position n'a absolument pas changé. Je suis pour le maintien du système de milice, dans la mesure où l'armée de milice est une émanation de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est pas simplement le fait d'aller, c'est également le fait de participer soi-même en tant que citoyen à des processus collectif. C'est aussi valable pour les jurés populaires, même s'il n'en reste plus beaucoup, voire plus du tout, je ne sais plus. Mais c'est la même logique. C'est une manière de maintenir le contrôle sur un instrument aussi fondamental que la défense, éviter aussi les coups de force, la tentation putschiste, la privatisation. Là, moi, je défends l'armée de milice aussi au nom d'un idéal socialiste. C'est peut-être, on n'argumente pas, toi et moi, de la même manière, mais je pense que ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État et que la remplacer, comment dire, en faire une armée de mercenaires, face sombre de notre histoire. Hein. C'est pas parce qu'on a été des bons mercenaires qu'on est forcément fier de l'avoir été. C'était plus la vertu du faible que du fort. Et c'était des sources de revenus C'était des importantes. sources de revenus, mais c'était faute d'avoir une vraie nation, hein, une Tout vraie à fait. confédération armée. Disons-le, la professionnalisation peut malheureusement être un pas vers la privatisation. On le voit aux États-Unis avec toutes ces entreprises privées de sécurité. Ils commencent comme sécuritas dans des boîtes de nuit, puis ils finissent par se retrouver sur les champs de bataille en Irak. C'est pas tout à fait ma vision de l'armée. Donc moi, ma défense de la milice, elle se place dans la lignée de Rousseau, de Jaurès, c'est-à-dire c'est à nous d'assurer notre propre sécurité. Ça ne doit pas se négocier. C'est une émanation de la démocratie. Aujourd'hui, c'est cette démocratie directe, et également le droit suisse sur la possession des armes, qui est lié à notre armée de milice également, sont attaqués fortement, notamment par l'Union européenne. Quels sont, à ton avis, les dangers auxquels, auxquels la Suisse doit faire face aujourd'hui? Bon, comme tu l'as dit, c'est des dangers d'ingérence. Parce que notre non-adhésion n'empêche pas qu'il y ait des grignotages de part et d'autre. On est tenu à on est tenu à d'autres accords bilatéraux liés notamment à la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises. Et il y a toujours des pressions en faveur d'une adaptation de nos lois pour rendre nos lois eurocompatibles. Dans le cas des armes, je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là. Ça se joue au pied à pied. Et je pense que même si on peut discuter, négocier, il ne faut rien céder sur les fondamentaux. Qu'en est-il du respect du vote populaire? Je pense notamment à à ce fameux référendum du 9 février 2015, Oh, sauf erreur. mais je me demande si c'est même pas 2014. Mais parce que ça a duré tellement Eh longtemps, oui, mais je me pose la question. Oui, qui bien sûr. n'est toujours pas appliqué. Non, alors ça, c'est un cas assez unique. Heureusement que c'est unique et que c'est pas trop fréquent, mais c'est un cas de trop où la volonté populaire a été quand même
comment on pourrait dire, dissoute dans un long processus parlementaire avec une commission qui a complètement abattardi le texte pour finalement n'en rien faire quasiment. Je ne sais vraiment pas quelles seront les suites à donner à ça, mais là on a un exemple à ciel ouvert de trahison de la volonté populaire par nos élus. C'est extrêmement préoccupant et comme par hasard, c'est arrivé sur ce sujet-là, qui est un sujet fondamental, quoi. Rappelons-le, qui est l'expulsion des criminels. Oui, alors je ne sais plus quelle était la formulation exacte, mais oui, c'est ça, c'est en rapport avec l'expulsion La des criminels facilitation étrangers. d'expulser des criminels étrangers. Mhm. Alors justement, en parlant de criminels étrangers, nous avons, l'Europe en général, mais pas que, les États-Unis et en partie une partie de l'Asie, nous faisons face à des vagues migratoires très importantes. Mhm. La Suisse accueille son lot de, entre guillemets, réfugiés. Est-ce que ça, c'est pas aussi un grand danger de submersion euh, dans laquelle nous sommes liés parce que nous sommes géographiquement liés avec le reste du continent? Oui, ben, malheureusement oui. Euh, C'est-à-dire qu'on l'a géré un peu moins mal que les autres. Je dis toujours, je suis un peu dans le un peu moins mal parce que je n'idéalise pas non plus une situation. On l'a géré un peu moins mal que les autres dès le début, même avant le début de cette crise-là, tout simplement parce que, bah, par exemple, la France s'enorgueillit toujours de sa tradition d'assimilation, très bonne tradition, mais très peu mise en pratique, puisqu'au final, c'est le même communautarisme qu'ailleurs. Nous, on en parle un peu moins, mais on le fait un peu plus. Mais on le fait un peu plus aussi parce on a le luxe de se le permettre au niveau des choix urbanistiques qu'on a fait. Jusqu'à présent, on n'a jamais trop développé cette logique de ghetto qu'on retrouve en France, donc cette logique de communautarisation. Donc comment dire, les immigrés, pendant longtemps, on en a eu beaucoup, mais ils ont été mieux assimilés. Ensuite, il n'y a pas de miracle, on a beau assimilation ou pas, au bout d'un moment, c'est le nombre qui décide et le nombre qui rend ça impossible. Donc ce danger de submersion, il est là. Il y a une affaire d'une récente actualité qui nous l'a rappelé, qui, est, qui rappelle presque cette phrase de Bossuet qui disait Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et je parle évidemment de notre compatriote Fernand Melgar, le cinéaste bien connu, hein, qui a réalisé une série de documentaires, notamment j'ai oublié les titres, mais deux de ces documentaires parlent de la situation des requérants suisses, notamment dans un centre d'accueil, et l'autre parle des conditions de renvoi des requérants déboutés. C'est des documentaires engagés, disons, qui au nom des droits de l'homme sont engagés dans un sens clairement immigrationniste. Et ces dernières semaines, Fernand Melgar a fait beaucoup de bruit parce qu'il il a alerté les autorités lausannoises sur le fait que son quartier, le quartier où il vit avec ses enfants, est complètement infesté de dealers provenant d'Afrique de l'Ouest. Les autorités n'ont pas réagi. Il en a fait un tweet qui a été très partagé et applaudi. Il a même fini par photographier, pour prouver ses dires, photographier des dealers devant les écoles. Et là, comment dire, le cinéaste chouchou de la gauche institutionnelle, la star du festival de Locarno, a perdu, il le dit lui-même, la moitié de son carnet d'adresses. Les gens on dit c'est honteux de dire vous, une belle âme, une belle conscience humaniste, comment pouvez-vous être tombé si bas, votre discours est digne de l'UDC. Il y a 230 personnalités, ou je dirais personnes, voire petites personnes du cinéma qui ont signé, dont Lionel Bayer et tous les donneurs de leçons habituels, qui ont signé une lettre ouverte contre lui. Et il devait enseigner à la rentrée de septembre à la Haute École d'Art et de Design à Genève, et les étudiants ont fait une telle pression, notamment sur les réseaux sociaux, pour l'en empêcher en disant qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il a fini par se retirer, ce qui est quand même très inquiétant comment dire, sur les acteurs culturels qu'on est en train de former dans ces écoles. Enfin, je ne crois pas beaucoup aux écoles dans cette matière-là, donc je m'inquiète pas plus que ça, mais ça montre le suivisme, le mépris de classe aussi. Et ce type qui avait tout fait pour être dans les bons papiers du pouvoir et qui réussissait brillamment, par un coup de gueule, à dégringoler. Ce qui prouve bien, pour revenir à ta question, que si même, si même le prince des bobos tire la sonnette d'alarme, c'est qu'on doit quand même avoir un problème avec l'immigration en Suisse. Ce qui, cet exemple me fait rebondir sur une question qui m'est chère en ce moment. En France, mais pas seulement, TV Liberté a été Ouais, censurée, ouais.
ERTV, qui RTV sont aussi, ouais, très suivis, ont été bien censurés, sûr. leurs chaînes YouTube ont été coupées. Nous avons vu en Angleterre un activiste anti-crime, anti-criminalité Mm. clanique musulmane, Tommy Robinson, avoir été mis en prison pour des raisons très douteuses. En Allemagne, la critique de la politique d'immigration sur les réseaux sociaux peut vous valoir la visite de la Gestapo, enfin de la Ah police bon? Ouais, à ouais. la maison. D'accord. Où en sommes-nous et particulièrement en Suisse, dans la liberté d'expression? Ben, oui, comme tu le dis, il y a eu quand même une chape de plomb qui est en train de s'abattre, qui est un peu énigmatique sur le plan technique, parce que je ne sais pas en quelle mesure ça peut continuer, en quelle mesure ça peut être contourné, parce que là, on n'est plus, j'imagine, dans l'intervention directe des États, puisque on est sur un réseau transnational, hein, qui est Internet, dont les lois ne sont pas toujours très claires, parce qu'on ne sait pas toujours de quelle autorité elles dépendent, et des grandes entreprises, parce que bah là, dans les exemples que tu donnes, j'ai pas bien suivi l'affaire, j'ai juste vu, mais ces censures-là, elles émanent de YouTube elle-même, j'imagine, Oui. puisque je vois, c'est pas le gouvernement Macron, enfin peut-être qu'il est derrière aussi, on ne sait pas, mais ça, j'ai de la peine. C'est pas très malin en tout cas, parce que déjà c'est pas très commercial, hein, et comme tu l'as dit, ça, c'est des milliers de vues, enfin c'est beaucoup plus que ça même. C'est intéressant en tout cas de voir que dans le paysage médiatique français, c'est TV Liberté et ERTV qui ont été, dont les chaînes ont été censurées, puis pas Mediapart ou le média voilà, c'est quand même eux qui prétendent toujours constituer un contre-pouvoir au gouvernement actuel. Finalement, on les laisse s'exprimer librement. Je pense que ça en dit long. Ensuite, que vont-ils faire? Ils vont migrer quelque part, sans doute. Je connais pas assez bien le fonctionnement d'Internet et de toute cette technologie-là pour voir comment c'est possible et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais de toute façon, enfin, j'ai vécu en Chine où la censure Internet est beaucoup plus forte. Et bien, même un gouvernement comme le gouvernement chinois, soutenu par des lois quand même assez, voilà, assez fortes, assez autoritaires, n'arrive pas à tout bloquer. Donc un réseau international y arrive encore moins. Je m'inquiète pas trop. Disons, c'est un coup dur, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de perte de temps et d'énergie, mais je pense qu'ils vont se relever. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la génération, on va dire, qui a émergé avec mai 68, dont nous fêtons le Mm. 50e anniversaire cette année, a émergé en étant contre une certaine autoritarisme, un certain paternalisme, on va dire traditionnel, qui était encore en vogue dans les années 60, et qui aujourd'hui, maintenant qu'elle est au pouvoir, a créé, et avec des jeunes, comme que tu mentionnais tout à l'heure, la même tyrannie, la même volonté d'étouffer toute contestation que finalement les générations précédentes. Est-ce que c'est un travers de l'être humain ou c'est quelque chose de plus particulier ou était-ce l'objectif depuis le départ? Alors en tout cas, c'est peut-être le propre du pouvoir de très mal tolérer sa contestation, quelle que soit la nature du pouvoir. Évidemment, le paradoxe est beaucoup plus apparent quand ceux qui exercent ce pouvoir-là proclamaient certains idéaux libertaires au sens large. Là, ces idéaux libertaires aujourd'hui, ils ont un peu une sale gueule. Il y a eu un virage autoritaire très marqué. Bah oui, c'est bête de toujours prendre ces exemples un petit peu paradigmatiques, mais Cohn-Bendit, c'est quand même ça. Essayer de discuter avec Cohn-Bendit, c'est pas une personnalité ouverte et tolérante à la contradiction. Et il a les moyens, étant donné sa position, de préférer faire taire son opposition que de laisser le dialogue se faire. C'est d'ailleurs assez drôle qu'il se soit rendu cette année, il y a quelques semaines, au Festival de Cannes, en ajoutant juste une écharpe au smoking pour, je sais pas, ce petit côté mitterrandien, ou, enfin voilà, une rébellion vraiment à la très petite semaine, et des lecteurs attentifs ont quand même rappelé qu'en 68, il avait appelé le monde du cinéma à ne pas faire le Festival de Cannes par solidarité avec les étudiants. Peut-être que Cohn-Bendit n'a pas remarqué qu'on avait aussi cette année de grandes manifestations étudiantes, mais tout est à l'avenant. Et quelque part, ce durcissement des fronts a une vertu dialectique, c'est qui permet de clarifier les choses.
c'est-à-dire c'est toujours cette phrase de Mao que j'aime bien citer où il dit il est normal que l'ennemi nous attaque, ça permet de bien marquer la ligne de démarcation. S'il ne le faisait pas, c'est que nous n'aurions peut-être pas été clairs dans nos positions. Et là maintenant, il faut savoir sur qui on peut compter et de qui il faut se méfier. Donc à la limite, pour la suite du combat métapolitique, il n'est pas plus mal que les gens les moins informés puissent très facilement comprendre quels sont les rapports de force en voyant ce qui se passe en termes de répression. Alors justement, dans le combat métapolitique, un sujet dont nous avons discuté de nombreuses fois hors caméra, bien Mmh. sûr, et sur lequel nous avons des divergences, bien sûr, amicales, c'est celui donc du survivalisme Mmh. et de cet éventuel choix que l'on a, choix possible, Mmh. pas forcément obligatoire, de soit faire sécession, c'est-à-dire de se retirer, entre guillemets, du monde et de se rendre autonome, c'est ce que j'explique Mmh. dans mes livres, ou, ou de justement continuer un combat pour ses idéaux. En tout cas, je sais qu'on partage celui de la liberté d'expression, ce Bien qui est le sûr. plus important à mon avis, Mmh. et éventuellement d'autres revendications sociales sur lesquelles on peut diverger, mais peu Mmh. importe. Quel est aujourd'hui, en 2018, on en avait discuté déjà il y a plus d'une dizaine d'années, euh, du survivalisme et de cette mouvance qui a pris de l'envergure depuis. Bien sûr, oui, et donc tu as été un des agents actifs, en tout cas en terre francophone. Alors, de toute façon, c'est un symptôme de quelque chose, donc je n'ai pas à juger un symptôme, ce qui arrive doit arriver, et ça traduit en tout cas une prise de conscience qui me semble assez saine parce qu'elle est réaliste, hein. Après, il vaut mieux prévenir que guérir. Euh, là où il y a une divergence, mais je dirais que c'est une divergence comment dire, pour moi c'est un éternel dilemme parce que je comprends bien les motivations de la démarche survivaliste. C'est une démarche de sécession et ce qui me dérange, c'est que tant que faire se peut, peut-être que les circonstances m'amèneront à changer, mais ce ne sera pas de bon cœur. Tant que faire se peut, j'ai envie de croire aux politiques, au sens, voilà, au sens que lui donnait Aristote, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que notre société rencontre des problèmes. J'aimerais bien qu'on puisse s'en sortir ensemble, tous ensemble. Mon référent, enfin il y en a plusieurs, mais mon référent en termes d'échelle, ça resterait l'État-nation. Après, il y en a d'autres, hein, les régions, les alliances internationales, tout ça existe, mais mon référent, c'est plus l'État-nation que le ranch. Je vois bien aussi dans quelle tradition américaine s'inscrit le survivalisme, et notamment toute la tradition libertarienne, et je pense que cet habitus américain est différent du nôtre en Europe, et j'ai l'impression, quand je regarde, je sais pas, les gens du Tea Party ou l'alt-right, toutes ces gens-là, que c'est vraiment, comment dire, c'est une culture politique différente de la nôtre. Il y a cette idée, la famille, le ranch, l'armement de soi. Je ne suis pas opposé à ça, mais qui est en même temps le corollaire d'une méfiance envers l'armée, la police, toute autorité. Puis Dieu sait que je ne défends pas forcément en soi ces corps intermédiaires, mais chez eux, ça aboutit à une sécession dans la mesure où ils n'ont plus confiance aux politiques. À la limite, je pense que beaucoup d'entre eux ne sont même pas des Trumpistes, puisque Trump, c'est le politique, hein, c'est l'État. Et ça, c'est dû, bon, bah, c'est la grande échelle des États-Unis, mais c'est dû aussi à cette tradition héritée des pionniers, qui est passionnante, que tu connais bien, je pense. Mais ma tradition à moi, bah, c'est plutôt celle de la Révolution française, de la Commune. Donc, c'est une tradition du collectif. C'est pas étonnant d'ailleurs que les Américains nous voient sans prendre le temps de gratter beaucoup, mais comme des peuples irréductablement socialistes, ce que nous ne sommes pas. Mais il y a quelque chose, ça c'est vrai, ouais. Et donc, par rapport, bah, j'ai lu tes livres, j'ai lu pas mal de choses sur le survivalisme. Parmi les choses que tu as faites, ce qui m'a, comment dire, le donné le plus d'espoir et m'a le plus intéressé, c'est quand tu as pu parler à tes interlocuteurs étatiques. En Suisse, en France, ça a été plus dur, je sais, mais je sais que tu as pu t'adresser aux autorités militaires, hein, des conférences, des choses comme ça. Si nos autorités sont assez intelligentes pour écouter ce genre de discours et dialoguer, il y a plus de chances que ça arrive chez nous que chez nos voisins français. Ça, c'est très bien, parce que ce qu'on pourra faire peut-être, c'est quelque chose, une sorte de... Le mot est pas très heureux, mais une forme de national-survivalisme, Mhm. c'est-à-dire un peu dans la lignée. Alors, les historiens se moquent quand on parle du réduit alpin et tout, mais enfin, certains historiens, les Yost, les machins, mais c'était pas si bête. En réalité, la défense suisse pendant la Deuxième Guerre était beaucoup plus intelligente qu'on la présente habituellement. Il y a quelque chose qui tenait du survivalisme qu'on n'appelait pas comme ça, mais je pense qu'on a des atouts, autant des atouts économiques que des atouts géographiques,
D'ailleurs, quand le gouvernement valaisan a très brièvement ouvert le dialogue avec toi sur ce sujet-là, après on leur a dit que ce n'était pas des prérogatives cantonales, qu'il fallait. Mais c'est pas étonnant que ça vienne du Valais, parce que là aussi le Valais, c'est un paysage, c'est des montagnes, c'est une géographie comment dire, qui prête à inspirer ce type d'alternative. Et la Suisse elle-même s'y prête. Donc moi, je suis plus pour la vieille tradition très moquée de ce qu'en Suisse on appelait la défense spirituelle, plutôt que du survivalisme façon Tea Party avec un ranch et des kalachnikovs. D'accord. Après, tu me diras peut-être que après c'est l'histoire qui décide. Hein. Après, ce que je pense, voilà, c'est juste, c'est juste ma préférence en termes d'idéal. Ouais. C'est ça qui nous intéresse. En Mhm. revanche, quand tu parles effectivement de la commune et puis d'un certain idéal socialiste, à Mhm. travers l'histoire, l'un des mouvements majeurs, un des motivateurs majeurs du socialisme partout, c'était l'autonomie. Bien sûr. Ouais. L'autogestion à des petites échelles, mais l'autonomie Mhm. à des plus grandes échelles. Que ce soit, je crois même que Lénine en parle dans un de ses livres, et Dieu sait que c'est pas ma référence, Lénine, mais enfin, il y a aussi, et je sais que par exemple, dans ta conférence que tu prépares, on en reparlera juste après, dans les révolutions d'Afrique et d'Asie, il y avait cette notion de nous ne devons plus être dépendants, la Chine du Mhm. trafic Oui, avec oui. l'Europe, avec Oui, les impérialistes. les deux cas, et peut-être encore plus l'Afrique que l'Asie, ces révolutions sont arrivées dans le contexte de l'anticolonialisme, de Voilà. l'anti-impérialisme. C'est ça qui réunit ces deux thèmes d'ailleurs, sinon ils sont très différents. D'ailleurs, moi-même, je vais présenter, disons, une espèce d'exposé historique. Je suis pas en train de défendre ce modèle-là. Il est à peu près indéfendable. Il est très exotique. Il ne faut pas non plus chercher au bout du monde ces modèles. Par contre, ce que Danny Collin va nous dire sur l'Afrique est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des exemples comme l'exemple de Thomas Sankara qui, à mon avis, Voilà. sont beaucoup plus positifs et je dirais presque plus purs aussi parce que bref, un peu court, mais que ce qui a pu se passer en Chine, bien sûr. Bien sûr. J'allais justement parler de Sankara qui a tenté dans son pays, le Burkina, anciennement Haute-Volta, je Oui, crois. exactement. Burkina Faso, c'était la traduction, c'était le pays des hommes intègres en Exactement. Et burkinabé. ce qui est assez vrai, évidemment, il a été secondé d'une personne un peu moins intègre, mais Eh oui. enfin, qui a eu un mouvement justement d'autonomie et d'indépendance. Au-delà de l'indépendance sans l'autonomie n'est rien. Mhm. Parce qu'elle n'existe pas lorsqu'on est dépendant de puissances financières ou de trafics commerciaux que l'on ne maîtrise pas. Il voulait lancer le textile localement, il a relancé l'agriculture, des travaux Oui, oui. souvent Sur le plan écologique, il a fait des choses formidables au niveau de la reforestation, la notamment. Ouais. redistribution des terres est un grand L'alphabétisation des discours. femmes, de Oui. tous les enfants. Non, non, c'était Est-ce qu'on ne retrouve pas la là justement vaccination. du national-survivalisme? Si, mais oui, mais c'est vrai en fait. Comment dire? Bon, de toute façon, tout projet socialiste qu'on a vu dans l'histoire, ceux qui ont réussi comme ceux qui étaient des tragédies, tous ont un point commun, c'est que c'était des socialismes, on va dire, nationaux, souverains, de fait, hein, parce qu'ils sont inscrits dans un monde d'État-nation et ils avaient tout intérêt à les conserver pour que les réformes se fassent. Mais y compris les nations multi-ethniques, comme je pense à des nations d'Amérique du Sud, je ne sais pas, Cuba, le Venezuela, qu'importe, ce sont des nations et ce sont tous des patriotes. Bien sûr, ce qui n'empêche pas d'avoir cet idéal internationaliste de dire, bah oui, tous les humains sont nos frères, on ne doit pas se faire la guerre pour du pétrole, je ne sais quoi, mais c'est pas du tout contradictoire avec le fait que c'est la nation d'abord. Mais ça, je me tue depuis des années à expliquer que l'histoire socialiste et ce que devrait être l'actualité socialiste s'inscrit dans ce cadre-là. C'est pas éternel parce que la nation n'est pas un concept éternel, mais pour le moment, on en est là. Et il est très bien qu'on en soit là parce que sinon, comment dire, la nation aujourd'hui, c'est tout simplement la première condition de possibilité du socialisme. Je parlais avant, et la Suisse, Dieu sait que ce n'est pas un pays socialiste, mais je parlais avant des libertés et des avantages que la Suisse s'est octroyée à elle-même parce qu'elle est autonome, relativement autonome. Sinon, c'est absolument pas possible. On le voit depuis quelques années, bon, le Brexit a été vraiment, je pense, un grand moment de l'histoire européenne, c'est le début de la déconstruction. Je pense que l'Union européenne s'est construite jusqu'à présent par agglomération. Maintenant, elle va continuer de se construire par soustraction. Hein. L'Italie vient de mettre un autre clou dans le cercueil. Exactement, c'est à ça que je pensais. Les Italiens sont très embêtés parce qu'une simple élection, puis Dieu sait que les Italiens ne votent pas tous les jours, une simple élection
il a fallu se battre pour en imposer les résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne plaisait pas à leurs maîtres européens. Donc évidemment que leur marge d'autonomie, leur marge de liberté est extrêmement réduite à cause de ça, et beaucoup, autant du côté de la Lega que du mouvement 5 étoiles et de plein de petits autres groupes, sont en train de comprendre que la condition de rester maître chez soi et de retrouver un vrai pouvoir décisionnel populaire, ben je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'italixite, c'est de quitter, voilà. Et ça pourrait se passer beaucoup mieux qu'en Grèce, parce qu'ils ont d'autres atouts, même si j'espère que la situation de la Grèce va s'améliorer maintenant. Ouais. Mais bien sûr, tout. Et ça, donc c'est pas valable que pour le socialisme, certes pas, mais pour le socialisme, ça l'est d'autant plus que, parce que c'est quoi le socialisme? Sans parler de, je parle évidemment de la réappropriation publique des moyens de production, mais disons de manière un peu plus générale, l'amélioration sociale de la condition de vie des gens et notamment des travailleurs. Ça passe évidemment par le fait qu'on puisse dire que, comment dire, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens. Pour qu'il y ait des citoyens, il faut qu'on puisse dire qui est citoyen et qui ne l'est pas. Et ben voilà, pour une politique sociale, il faut des bénéficiaires. Et pour que ces bénéfices soient touchés par le peuple, il faut qu'on puisse dire un tel est un travailleur suisse, un tel est un bénéficiaire, l'autre ne l'est pas. Et le débat complètement stérile qu'on a entre la gauche et la droite actuellement, c'est qu'on a une gauche qui s'accroche à des privilèges sociaux menacés en pensant que le meilleur moyen de les sauver, c'est de nier le fait qu'il y ait des abus. Alors évidemment, on commence par l'abus du droit d'asile, mais il y a aussi des abus entre nous, entre compatriotes, par rapport aux assurances invalidité, à la caisse de chômage, etc. Et on a une droite qui dit ces abus sont indéniables, et du fait que ces abus existent, il faut tout supprimer, parce que toutes les assurances sociales fonctionnent comme pompe aspirante et comme pompe à abus. Je pense que les deux foncent dans le mur. Moi, j'ai envie de sauver nos assurances sociales, mais je me rends bien compte que pour ça, il faut trier le bon grain de livret. Et là aussi, la nation, c'est ce qui permet de mettre ce filtre, puisque les frontières ne sont pas des murs, sont des filtres, hein, n'oublions pas. Régis Debray a écrit un beau livre là-dessus. C'est ce filtre qui permet de faire fonctionner le progrès social. Sinon, c'est la jungle, et à la fin, c'est toujours le retour d'un capital prédateur. La fin, comment dire, la fin nécessaire, l'aboutissement nécessaire d'une mondialisation dérégulée, c'est la violence économique à l'état pur, la prédation. Et alors que la construction d'un vivre ensemble et d'un certain équilibre social, c'est la frontière. Donc, patriotes de tous les pays, unissons-nous. Oui, enfin, unissons-nous, c'est-à-dire, oui, il y a moyen de faire un front commun. Et je pense d'ailleurs que voilà, les gens de gauche se gobergent de tout cet internationalisme mal compris, qui est en fait un alter mondialisme, hein, et pensent toujours être ceux qui sont les plus ouverts à l'autre, aux réfugiés par exemple, à n'importe qui d'autre, alors que les gens auxquels ils veulent s'ouvrir, pour la plupart, parce que la plupart des êtres humains actuels sont comme ça, viennent de civilisations nationales, patriarcales, traditionnelles, sans doute archaïques à leurs yeux, des gens avec qui je pense, des personnes comme toi et moi peuvent ouvrir le dialogue, parce que malgré nos différences, on a quand même des bases anthropologiques communes. Le bobo a beaucoup de peine à ouvrir le dialogue avec ces gens-là. Et d'ailleurs, les mécompréhensions, on déroule le tapis rouge à des immigrés à côté desquels les vilains réacs que nous sommes serions presque des hommes des Lumières. Donc le dialogue ne se fera pas. Alors qu'entre patriotes, à travers les frontières, on peut discuter, on peut s'entendre, bien évidemment. Oui, oui. Très bien. Alors rappelle-nous, on va conclure là-dessus, mais rappelle-nous ta conférence, Révolution d'Afrique et d'Asie. Voilà, Révolution d'Afrique et d'Asie, à Clarence, dans les locaux voilà, ça s'appelle le bar, qui en fait c'est un petit carnotze autogéré, qui s'appelle l'Artisan. J'en profite pour dire un mot de cette association que j'aimerais faire un peu de publicité, parce que c'est vraiment des jeunes gens sympathiques. L'Alternative Nationale, c'est des jeunes patriotes vaudois qui sont très engagés sur le front écologique. Ils cultivent un terrain en permaculture, ils ont un bar autogéré, une salle de sport autogérée, ils organisent des conférences, des projections de films. Parmi les mouvements patriotiques en Suisse romande, pour moi, ce sont les plus intéressants. Ils sont jeunes, ils ont 20-25 ans, ils bougent bien. C'est quelque chose à soutenir. Donc, allez voir cette conférence, c'est s'intéresser à nos livres respectifs, mais c'est aussi découvrir ce petit monde. Voilà, et cette conférence est liée à 2 livres. Là, j'ai le mien et Dan Nicolas en a écrit le sien, qui sont sortis aux éditions des Livres Noirs, qui est la maison d'édition qui est liée à la revue Rébellion, hein, publiée entre Nice et Toulouse, et qui est disponible sur Internet au prix de 6 euros.
Excellent. David Lépée, merci beaucoup. Ben, Pierrot, je te Et remercie. puis à très bientôt. On se verra peut-être à la conférence. Ben, À avec bientôt. plaisir. À bientôt.